Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis votre hôte pour cette discussion. Et bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur ce texte. Alors aujourd'hui, on va parler de ces rencontres, parfois un peu fortuites, qui débouchent sur des découvertes totalement inattendues. Vous savez, le genre de hasard qui vous met sur la piste d'un univers caché. Mhm. C'est un peu ce qui arrive au narrateur dans la nouvelle de Rudyard Kipling qu'on explore aujourd'hui, In the Interests of the Brethren. Ça vient de son recueil Debits and Credits. Exactement. Et le point de départ, c'est une rencontre, puis une autre, avec un certain M. Burgess, d'abord dans une oisellerie, je crois, puis dans sa propre boutique, une tabagie. C'est ça. Et ça nous plonge directement dans un contexte très particulier. Londres, pendant la Première Guerre mondiale. Une période sombre, évidemment. Tout à fait. Et la nouvelle ne nous parle pas des tranchées, mais d'un autre type de front, si on peut dire, un lieu spécifique à Londres, une loge maçonnique. Oui, une loge dite d'instruction, Faith and Works 5837. Normalement, c'est un endroit où les francs-maçons, les frères, se retrouvent pour pratiquer et apprendre les rituels de la franc-maçonnerie. Mais celle-ci, elle est devenue bien plus que ça, n'est-ce pas? C'est ça qui est au cœur du récit. Absolument. En pleine guerre, cette loge s'est transformée en une sorte de refuge, de havre pour des soldats qui viennent de tout l'Empire britannique. Des hommes souvent en permission ou convalescents. Des hommes meurtris, on le comprend vite. Physiquement, psychologiquement, la guerre laisse des traces terribles. Exactement. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble. Comment cet espace, assez improbable en fait, dirigé par ce fameux M.G. Burgess, devient un lieu essentiel de camaraderie, de rituels apaisants et de soutien mutuel, en plein milieu du chaos ambiant. Comment un buraliste, passionné, avec l'aide d'autres frères, arrive à créer ça? Et quelle est l'importance de ce rituel et de cette fraternité qu'il dépeint? C'est notre exploration du jour. Allons-y. Alors, pour commencer, il y a ces rencontres avec M.G. Burgess. Le narrateur le croise par hasard, à plusieurs reprises. Oui, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas immédiat. Ça se fait par touches successives. Et ça mène finalement à la boutique de Burgess. Une tabagie donc, mais pas n'importe laquelle. Elle est décrite comme historique un peu, figée dans le temps, remplie d'objets anciens, de pipes, de tabatières, presque un musée quoi. Et Burgess lui-même, comment est-il décrit? On sent que c'est un personnage clé. Ah oui, clairement. C'est un homme d'un certain âge, buraliste de métier, mais visiblement passionné par ce qu'il fait et par son histoire. Et on apprend assez vite qu'il est en deuil. Son fils. Oui, son fils unique est mort au front. C'est une douleur sous-jacente mais très présente. Et en parallèle, il a une autre passion dévorante, la franc-maçonnerie, ce qu'il appelle the craft, l'art. Il semble y être totalement investi. Complètement. Et c'est en surprenant une conversation entre Burgess et un soldat canadien qui cherchait justement cette loge que le narrateur va être un peu par hasard aussi invité à venir voir. Et là, il découvre la loge Faith and Works 5837. Et l'endroit lui-même est, pour le moins, inattendu. Ah ça oui, hein. C'est peut-être un des aspects les plus surprenants au début. La loge est installée dans un ancien garage, une sorte d'entrepôt reconverti. On est loin de l'image qu'on peut avoir des temples maçonniques grandioses et anciens. Exactement. De l'extérieur, ça ne paye pas de mine, mais alors une fois la porte franchie, c'est une autre histoire. Comment c'est décrit à l'intérieur? Comme impeccable, richement meublé, avec des tapis épais, de beaux meubles, des objets rituels manifestement anciens et de qualité, des décorations maçonniques au mur, il y a même un orgue. Un vrai contraste. D'où vient tout ça? Eh bien, ça vient en partie des efforts de Burge, mais aussi d'un autre membre très important, un certain frère Lemming. C'est un antiquaire de profession. Ah, d'accord. Ça explique la qualité du mobilier et des objets. Voilà. Lemming a mis ses compétences et probablement une partie de sa collection au service de la loge. C'est vraiment un cocon qu'ils ont créé à plusieurs, avec aussi un certain Dr. Kidd, qui semble être un peu le gardien de l'orthodoxie rituelle, mais qui se laisse convaincre par Burge et Lemming. Un trio intéressant. Burge, l'âme passionnée et endeuillée. Lemming, l'esthète antiquaire. Et Kidd, le docteur garant de la tradition. C'est une bonne façon de les voir. Et ce trio anime ce lieu, qui devient donc ce refuge dont on parlait. C'est vraiment ça le cœur du récit. L'accueil des Visiting Brothers, les frères visiteurs. Qui sont ces visiteurs? Ce sont majoritairement des soldats, des hommes qui sont à Londres pour une permission ou parce qu'ils sont blessés en convalescence dans les hôpitaux militaires de la ville. Et ils viennent de partout. Pas seulement des Britanniques locaux, hein.
Non, non, loin de là. C'est ça qui est frappant. Ils viennent de tout l'Empire. Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, Inde. Des hommes déracinés, loin de chez eux, et qui trouvent là un point d'ancrage familier à travers la maçonnerie. Et souvent dans des états physiques ou psychologiques difficiles, on l'a dit. Oui. Le texte mentionne explicitement des blessés, des mutilés. Il y a des exemples très forts. Et il y a aussi les traumatisés de guerre, comme ce frère, admis sur la simple parole d'un ami, parce qu'il est shell shocker, en état de choc post-traumatique, dirait-on aujourd'hui. Il ne parle pas, il reste juste là, silencieux. Et il est accepté comme ça, oui. C'est là qu'on voit la philosophie particulière de cette loge. L'accueil prime. Et c'est là aussi que le rituel maçonnique prend une dimension spéciale. Bon, comment ça? Ce n'est pas le rituel strict et formel. Justement, non. Ou plutôt, si, il pratique le rituel, mais avec une souplesse remarquable. Kipling le décrit comme fortifiant, comme répondant à une nécessité naturelle pour ces hommes, Une nécessité de structure, de sens peut-être. probablement. Un besoin de retrouver quelque chose de stable, de familier, de partagé, dans un monde devenu fou et destructeur. Mais Burgess et Lemming insistent, ce qui compte, c'est l'esprit, pas la lettre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'ils ne sont pas à cheval sur la perfection de la récitation ou des gestes. Beaucoup de visiteurs n'ont pas pratiqué depuis longtemps. Ils sont rouillés, comme dit le texte. Certains sont physiquement diminués. Ah oui, c'est difficile de faire des gestes rituels quand on est blessé ou mutilé. Exactement. Et la loge s'adapte. L'important, c'est la volonté de participer, l'intention, la fraternité qui se crée. Ils aident les visiteurs à faire ce qu'ils peuvent. Il y a cet exemple poignant de l'examen d'un visiteur écossais, complètement édenté à cause de la guerre, qui a du mal à prononcer les mots de passe. Et comment réagissent Burge et les autres ritiers? Avec une patience et une bienveillance infinie. Ils l'aident, ils le mettent à l'aise. Pareil pour un Néo-Zélandais qui n'a plus qu'un bras et qui essaye de participer du mieux qu'il peut. Il n'y a aucun jugement, juste de l'acceptation. Cette souplesse face au drame humain, c'est puissant. Très puissant. Il y a d'autres images fortes. Ce caporal avec une seule jambe, qui dit simplement être assis là, dans la loge, c'est déjà le paradis pour lui. Ça donne une idée du contraste avec ce qu'il vit dehors ou ce qu'il a vécu au front. On imagine. Ou encore ce musicien, un organiste, qui est trop faible pour marcher après ses blessures. Eh bien, d'autres frères le portent littéralement jusqu'à l'orgue pour qu'il puisse jouer pendant les cérémonies. C'est bouleversant, oui. Ça montre une solidarité très concrète. Tout à fait. Et cette dimension humaine, très terre-à-terre, elle se retrouve aussi dans l'atmosphère générale de la loge, en dehors même du rituel formel. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement solennel. Non, pas du tout. Bien sûr, il y a les moments de rituel, qui ont leur importance. Mais entre les cérémonies ou après, l'ambiance est décrite comme très informelle, très chaleureuse. On discute, on échange. Ça, c'est présenté comme une innovation choquante pour le docteur Kiddle, le gardien de la tradition. Fumer pendant une tenue maçonnique, normalement, ça ne se fait pas. Mais E-Bugs l'autorise. Oui, et il explique pourquoi. Il dit que c'est en fumant, de manière détendue, que les hommes se livrent vraiment, qu'ils parlent. La cigarette devient un catalyseur de confidence, d'échanges plus profonds, peut-être plus nécessaire encore que le rituel lui-même pour certains. Casser un peu le formalisme pour permettre une autre forme de connexion. Exactement. Et il y a aussi les repas. Pas des banquets fastueux, des repas simples, mais décrits comme très chaleureux, partagés dans la bonne humeur. C'est la Lodge of Instruction, mais c'est aussi un club, un foyer. Et on imagine la diversité des gens qui se côtoient là. Ah oui, c'est un brassage incroyable. Des hommes de toutes les régions de l'Empire, comme on l'a dit, mais aussi de tous les grades militaires, du simple soldat à l'officier, et de toutes les professions civiles avant la guerre. L'uniforme et le statut social semblent s'effacer un peu à l'intérieur de la loge. Ce qui les unit, c'est cette expérience partagée de la maçonnerie et bien sûr l'épreuve de la guerre. C'est ça. Kipling parle d'une forme de fraternité humaine qui est comme exacerbée, rendue plus visible et plus nécessaire par la guerre elle-même. C'est une communauté très vivante qui se crée là. Il y a même une anecdote d'un soldat qui s'endort d'épuisement dans la loge après une cérémonie. Et les autres frères, au lieu de le réveiller brusquement, le laissent dormir, puis s'organisent discrètement pour le ramener juste à temps à sa gare pour qu'il ne rate pas son train de retour au front ou à l'hôpital. C'est plein de petites attentions comme ça. Une vraie solidarité, oui. Mais concrètement, comment un lieu comme ça fonctionnait-il en pleine guerre? Financièrement, logistiquement? C'est une bonne question.
Le texte suggère que ça repose beaucoup sur la générosité des membres plus aisés, comme Burgess et Lemming sans doute, qui financent le loyer, l'entretien, les repas. Et sur le bénévolat, j'imagine. Oui, énormément. Et il y a un détail intéressant, des frères qui sont eux-mêmes convalescents, mais assez rétablis pour faire de petits travaux, viennent aider à la loge. Ils polissent les objets rituels en cuivre, ils aident à l'entretien. Ça leur donne une occupation, un but. Exactement. C'est décrit comme une forme de thérapie par l'activité, une façon de se sentir utile, de participer à cette œuvre commune, même s'ils ne sont pas encore aptes à retourner au combat ou au travail. Ça contribue à l'esprit du lieu. Et la fréquence des réunions, c'était régulier? Très fréquent, apparemment, plusieurs fois par semaine et même parfois en journée, ce qui est inhabituel pour une loge maçonnique, qui se réunit plutôt le soir en temps normal. Pourquoi en journée? Justement pour s'adapter aux permissions des soldats. Ils n'étaient à Londres que pour quelques jours, parfois quelques heures, donc la loge devait être ouverte et disponible presque en permanence pour pouvoir les accueillir quand ils passaient. C'est une autre marque de cette adaptation aux circonstances exceptionnelles de la guerre. Tout tourne autour de cet accueil et de ce soutien aux frères combattants ou blessés. Absolument, c'est la raison d'être de Faith and Works pendant cette période. Et vers la fin de la nouvelle, il y a une réflexion un peu plus politique ou institutionnelle de la part des personnages principaux. Oui, c'est intéressant. Burgess, Lemming et Kidd discutent entre eux et ils évoquent ce que fait leur petite loge et ils se demandent si la franc-maçonnerie, en tant qu'institution, la grande loge officielle d'Angleterre, n'a pas raté quelque chose pendant la guerre. Raté quoi? Une occasion? Oui, une occasion manquée, c'est le terme utilisé. Il suggère que la Grande Loge, avec ses moyens et son influence, aurait pu organiser ce genre de soutien et d'accueil fraternel à une échelle beaucoup plus grande dans tout le pays pour tous les frères mobilisés. Mais elle ne l'a pas fait. Apparemment pas, ou pas de cette manière très humaine et flexible. Eux, avec leurs initiatives locales, presque irrégulières selon les standards maçonniques stricts, fumée en loge, la souplesse rituelle, ils répondent à un besoin vital que l'institution officielle n'a peut-être pas su voir ou satisfaire. C'est une critique douce amère en quelque sorte. Une fierté pour ce qu'ils accomplissent à leur niveau, mais un regret que ça n'ait pas été plus généralisé. C'est tout à fait ça. Ça met en lumière le contraste entre l'initiative de la base, née d'un besoin réel et porté par la compassion, et la potentielle inertie ou rigidité d'une grande organisation. Donc si on essaye de résumer un peu l'essence de cette histoire, cette loge Faith and Works, c'était bien plus qu'un simple lieu pour apprendre des rituels maçonniques. Ah oui, infiniment plus. Grâce au dévouement de personnages comme Burgess et Lemming, c'est devenu un espace vital, un lieu de connexion humaine, de réconfort psychologique, de restauration d'une forme d'identité et d'appartenance pour des hommes qui étaient complètement déracinés, traumatisés, confrontés à l'horreur et à l'absurdité de la guerre industrielle. Un sanctuaire informel presque. Oui, on pourrait dire ça. Un endroit où, l'espace de quelques heures, ils pouvaient retrouver un peu de chaleur, de sens, de normalité peut-être, ou du moins une forme de normalité partagée à travers le rituel et la camaraderie. Et la leçon clé qu'on pourrait en tirer, ce serait quoi? La puissance du rituel en soi. Peut-être moins le rituel en soi que la manière dont il est utilisé et adapté ici. La vraie clé, c'est l'humanisation de ce rituel. C'est le fait de privilégier l'esprit sur la lettre, comme ils disent. Ouais, la souplesse, la compassion. Exactement. C'est cette capacité à adapter une pratique formelle aux besoins humains, réels et urgents du moment. En faisant ça, Burgess, Lemming et les autres ont transformé un cadre potentiellement rigide en un outil de soutien incroyablement flexible et profondément humain, juste au moment où c'était le plus nécessaire. Ça montre la force potentielle des communautés, même informelles ou un peu en marge, pour maintenir le moral, le lien social, le sens de l'appartenance quand tout semble s'effondrer autour. Tout à fait. La force du collectif bienveillant et adaptatif. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour nous, aujourd'hui. En dehors du contexte de la guerre mondiale, bien sûr, mais dans nos vies actuelles, face aux crises, qu'elles soient grandes ou petites, collectives ou très personnelles, où et comment est-ce qu'on trouve ou est-ce qu'on crée ces espaces qui sont absolument essentiels? Ces lieux de soutien, de sens partagé, de connexion vraie. C'est une vraie question. Est-ce qu'ils existent encore? Est-ce qu'on sait les créer? Et est-ce qu'ils se trouvent toujours dans les cadres institutionnels établis, les associations officielles, les structures reconnues, ou est-ce que, comme pour la loge de Burgess, ils émergent parfois, un peu en marge, de manière plus spontanée, plus irrégulière, mais peut-être d'autant plus vitale? C'est une excellente question pour terminer. Où sont nos Faith and Works aujourd'hui?
Et qui sont nos M. Burgess? Voilà de quoi réfléchir. Merci beaucoup pour cet échange passionnant autour de Kipling. Merci à vous, c'était un plaisir de replonger dans cette nouvelle si riche.